Je suis Brigitte Gauthier, je suis une des fondatrices de l'association L214, qui est une association de défense des animaux qui concentre ses actions sur les animaux qui sont aujourd'hui encore malheureusement utilisés pour la production de viande, de lait, d'œufs et bien sûr on s'intéresse aussi aux animaux aquatiques, aux poissons en particulier. On a commencé par un collectif qui s'appelle Stop Gavage, qui s'est constitué à partir de personnes qui ont lu beaucoup une revue qui s'appelle Les Cahiers Antispécistes, qui du coup interroge notre relation aux autres animaux. Et on s'est croisés à des rencontres qui sont régulières, qui existent encore aujourd'hui, qui s'appellent les estivales de la question animale, qui se tiennent chaque été en France. Et on s'est reconnu dans cette volonté de combattre l'injustice qui est faite aux animaux. Les animaux comme nous, c'est des êtres doués de sensibilité, sentients, c'est-à-dire qui ont la capacité à ressentir des émotions, qui ont envie de vivre. On le découvre de plus en plus avec les sciences cognitives sur leur culture, sur leurs relations sociales. Enfin voilà, on est passé complètement à côté des animaux. Et justement, quand on ne passe pas à côté d'eux, quand on les reconnaît en tant qu'individus à part entière, eh bien en fait, la façon dont les êtres humains se comportent envers eux, elle est perçue comme extrêmement violente. Et du coup, notre objectif, c'est de faire reculer cette violence autant qu'on le peut envers les animaux, notamment toutes ces violences dont nous, êtres humains dans notre ensemble, notre société, se comportent vis-à-vis des animaux. Donc notamment dans nos comportements alimentaires. Avec nos coups de fourchette, on peut faire bien des dégâts. Oh là là, les bonnes raisons pour arrêter la viande, en fait, il y en a beaucoup. La première bonne raison, en fait, elle est à peu près à 1 milliard par an, et puis on ne sait même pas quantifier l'autre quantité. 1 milliard, c'est le nombre d'animaux qu'on tue chaque année en France pour produire de la viande. Et puis, il y a un nombre de poissons qui n'est pas calculé aujourd'hui, mais qui est à peu près 15 fois plus que le nombre d'animaux terrestres qu'on tue. Donc ça fait déjà plusieurs milliards de bonnes raisons d'arrêter de manger la chair des animaux. On peut aussi parler de la production de lait et d'œufs qui cause aussi du tort aux animaux. Mais voilà, on peut rester concentré déjà sur la chair où c'est tellement visible aussi le fait qu'on doive leur retirer leur vie pour pouvoir les manger. On peut s'attarder aussi sur les conditions dans lesquelles ils sont élevés. Ça fait d'autres bonnes raisons d'arrêter de les consommer. Entre les 80% d'entre eux qui sont élevés dans des élevages intensifs sans accès à l'extérieur, donc confinés en grand nombre, et puis pour les adapter à ces milieux hostiles, on utilise des mutilations. Par exemple pour les cochons, la coupe des queues, pour les poules, la coupe des becs, voilà, il y a un certain nombre de choses comme ça, les séparations des mères avec leurs petits. Bref, sur la question animale, il y a déjà des milliards de bonnes raisons d'arrêter de manger les animaux. Après, on peut renforcer ce côté-là par d'autres bonnes raisons, à minima de réduire drastiquement notre consommation de produits d'origine animale. Sur les questions d'environnement, on parle beaucoup du climat, mais il y a aussi les émissions d'ammoniac, les émissions de nitrates, notamment avec les conséquences que ça a sur des pluies acides, sur les algues vertes. On peut parler de la déforestation aussi. La déforestation, alors on parle beaucoup de déforestation importée. Qu'est-ce que c'est ? C'est le fait d'aller importer du soja notamment et autres céréales ou légumineuses. Par exemple, du Brésil. La France est un des premiers importateurs de soja du Brésil européen qui génère une déforestation là-bas pour soit faire pousser céréales et légumineuses, soit pour faire grandir sur des feedlots, des bovins notamment. Donc on est aussi co-responsable de ça. Après, il y a la question sanitaire. La question sanitaire, on voit bien, là on a une zoonose de laquelle on peine à sortir. Les zoonoses, en fait, c'est 75% des maladies émergentes, c'est-à-dire c'est ces maladies qui apparaissent chez les animaux, mais qui peuvent passer aux êtres humains. Et donc, les différentes raisons des zoonoses, pourquoi elles arrivent à sauter sur les êtres humains, c'est soit qu'on s'est aventuré sur des territoires, donc à force de déforestation, justement, d'emprise sur des territoires sauvages, on va se rapprocher d'animaux qui portent des virus qui, pour eux, sont tout à fait bénins, mais pour nous, ça va être mortel. On a aussi les élevages intensifs qui sont qualifiés par exemple par Serge Morand
qui est chercheur au CNRS de bombes sanitaires. Donc là aussi, on a des véritables incubateurs à pathogènes. Et puis on a les phénomènes d'antibiorésistance dont on parle encore assez peu, mais qui, à l'horizon 2050, pourraient faire 10 millions de morts. Donc ça fait un autre sujet pour lequel on pourrait se dire il faut réduire quand même drastiquement notre consommation de produits d'origine animale. Un autre pan, c'est un plan sur le partage des ressources. Notre planète, elle peut supporter pas mal d'êtres humains, mais pas le même nombre d'humains qui consomment des produits d'origine animale. Parce que pour consommer des produits d'origine animale, il faut 2,8 fois, quasiment 3 fois plus de terre que pour nourrir une personne entièrement en 100% végétale. Donc on voit là aussi une sacrée différence et du coup on a des enjeux pour nourrir toute la planète qui peuvent se rejoindre aussi avec cette thématique de la consommation de viande et autres produits d'origine animale. Et puis une dernière, si vraiment on s'en fiche de toutes ces raisons, peut-être on est quand même préoccupé par le sort d'autres êtres humains. Et le sort d'autres êtres humains, ça peut être justement les ouvriers d'abattoirs, les ramasseurs de volailles et même se préoccuper du sort des éleveurs. Aujourd'hui, beaucoup d'entre eux sont surendettés. Pour les éleveurs, par exemple, un exemple très concret, l'élevage de pians dans le Nord. Donc on a un éleveur qui aujourd'hui a un élevage de poulets, un bâtiment de 1000 m² dans lequel il a 22 000 poulets qu'il élève 7 fois par an, comme ça il s'est fait 7 cycles. Et lui, aujourd'hui, il ne s'en sort pas financièrement. Et donc l'idée lumineuse, c'est de multiplier par 5 la capacité qu'il a à produire, c'est-à-dire construire 2 nouveaux bâtiments de façon à pouvoir arriver à 150 000 poulets élevés en même temps. Et donc là, on a un véritable enjeu. Lui, il doit investir 1,4 million d'euros, rembourser 10 000 euros par mois pour espérer se tirer un revenu de 1 500 euros pour sa femme, 800 euros pour lui. Et le groupe qui lui fait faire la connerie de sa vie lui garantit des revenus pendant 1 an. Et donc, après, le moindre problème qui peut arriver, c'est-à-dire une variation du cours des céréales, une canicule, un problème sanitaire, en fait, il va droit dans le mur. Donc voilà, si vraiment vous n'en avez rien à fiche des animaux, il y a aussi les êtres humains à prendre en jeu. En fait, je pourrais en parler pendant des heures, des bonnes raisons qui font qu'on doit changer de modèle agricole, de modèle alimentaire. Et je peux vous inviter à aller voir sur viande.info, on en a répertorié un certain nombre avec les sources desquelles on tire toutes ces conclusions. C'est une bonne question. Est-ce que c'est plus simple aujourd'hui de faire L214 qu'à nos débuts? Eh bien, je dirais que c'est différent. Je ne sais pas si c'est plus facile, plus dur. Au début, on était complètement inconnus et donc les enquêtes qu'on pouvait mener, elles n'avaient pas forcément un retentissement comme elles peuvent avoir aujourd'hui et donc elles touchaient bien moins de monde. Donc ça peut être vu comme aujourd'hui peut-être c'est un peu plus facile. Aujourd'hui, on a aussi un certain nombre de menaces autour de L214 et de façon plus générale autour des lanceurs d'alerte, notamment avec une convention qui est passée entre gendarmerie, ministère de l'Intérieur et puis 2 syndicats agricoles majoritaires, productivistes, particulièrement hostiles aux associations de défense des animaux que sont la FNSEA et les jeunes agriculteurs. Donc il y a des pour et des contre aussi. À l'époque, quand on commençait nos enquêtes, il suffisait de toquer à la porte d'un élevage, toquer à la porte d'un abattoir pour pouvoir avoir des images. Aujourd'hui, c'est bien moins facile puisque les filières sont extrêmement conscientes que chaque image qui sort, ce n'est pas un argument de vente pour elles. C'est au contraire quelque chose qui va faire réfléchir les gens, leur faire prendre des décisions qui, probablement, vont les amener à diminuer, voire à renoncer à consommer leurs produits. Donc il y a vraiment tout un système aussi qui se met en place pour essayer d'étouffer l'alerte, d'empêcher les images de sortir. Et donc ça c'est quelque chose effectivement de nouveau auquel on est confronté aujourd'hui. Et en même temps, L214 aujourd'hui c'est 50 000 membres qui nous soutiennent. C'est 75 salariés alors qui travaillent dans différents domaines. On est surtout connu pour les images qu'on peut montrer. Mais en réalité, L214, c'est énormément d'activités qui peuvent être assez différentes, comme par exemple s'adresser aux entreprises agroalimentaires.
on a une équipe qui est dédiée à ça pour essayer de faire reculer le pire de ce qui arrive aux animaux. On a aussi une équipe qui est dédiée à faire la promotion de la végétalisation de l'alimentation. Donc là, cette équipe, elle va rencontrer des grands acteurs de l'agroalimentaire, que ce soit de la restauration hors domicile, que ce soit des supermarchés, etc. On a aussi une action vers les restaurants, plutôt la restauration privée avec Vegoresto. On a tout ce qui est grand public avec Vegan Pratique aussi dans ce domaine-là de comment on modifie notre alimentation de façon à la rendre moins délétère. On va avoir aussi notre L214 éducation qui, lui, va s'adresser au jeune public. Et puis, on va avoir toute notre équipe politique qui, elle, va proposer, en fonction des échelons, que ce soit municipal, régional, national ou européen, des actions pour les personnes qui sont aujourd'hui élues et qui peuvent avoir une influence décisive sur la réglementation. Et puis, bien sûr, toute l'animation qu'on a autour des réseaux sociaux, etc. etc. Donc, c'est extrêmement vaste. Aujourd'hui, ce qu'on peut faire avec L214, ce qu'on ne pouvait pas faire au début de L214. Donc voilà, il y a des choses qui sont moins simples et il y en a qui sont facilitées par le nombre et par les nombreuses personnes qui nous ont rejoints et qui sont investies et très compétentes. Et je n'ai pas dit le réseau, on est implanté dans 50 villes en France avec des bénévoles. On a un réseau d'à peu près 2000 bénévoles, ce qui est juste complètement énorme là aussi. Aujourd'hui, les statistiques, elles ne bougent pas beaucoup. Parce qu'en réalité, quand on regarde, on a 95% des cochons qui sont élevés à l'intérieur de bâtiments sans accès à l'extérieur. On a un nombre, par exemple pour les dindes, c'est 97% qui sont dans ces situations-là, 83% des poulets. Et en réalité, au vu du nombre de poulets, quand on regarde les statistiques, en fonction du nombre d'animaux tués, 80% grosso modo des animaux viennent d'élevage intensif parce que majoritairement ce sont des poulets. Maintenant, on voit que l'action qu'on peut avoir justement avec L214, avec d'autres ONG, avec la participation des citoyennes et des citoyens, on peut obtenir des avancées. Par exemple, les poules pondeuses, quand on a commencé L214, quand on a fondé L214, 80% des poules pondeuses étaient élevées en cage de batterie. Et ce nombre, par l'action qu'on a eue, a fortement diminué et aujourd'hui c'est 36% encore malheureusement des poules pondeuses qui sont en cage de batterie. Mais les engagements pris par la grande distribution, pris par l'hôtellerie-restauration, par les fabricants et par les producteurs eux-mêmes font que d'ici 2025 on peut espérer voir disparaître les cages pour les poules pondeuses. Alors ce n'est pas la fin totale d'un système qui est néfaste pour les animaux, mais quand même, quand on a commencé, on avait assez peu d'espoir finalement de réussir à faire changer les choses. Et aujourd'hui, on voit que quand même, il y a des choses qui bougent et ça peut aller dans le bon sens à condition de continuer et puis de cranter justement au niveau politique, de faire passer dans la loi que c'est interdit de mettre des poules pondeuses dans des cages. Et donc c'est aussi une initiative qui est portée par une autre association qui s'appelle CIWF, qui porte ça au niveau européen, qui ont fait une ICE, une initiative citoyenne européenne, et qui ont collecté, alors avec L214 on les a soutenus, mais c'est eux qui ont pris le lead là-dessus, plus d'1 million de signatures, et là le Parlement européen vient d'approuver ce fait-là, donc maintenant ça va passer en Commission européenne. On va voir comment ça va se passer, mais en tout cas, il y a cette volonté, au minimum déjà, de sortir de l'élevage en cage pour un certain nombre d'animaux très important. En fait, est-ce qu'il faut être radical ? C'est la question de la radicalité, c'est aussi la question de la cohérence, tout simplement. À partir du moment où on reconnaît les animaux comme étant des individus à part entière, on ne peut pas faire qu'ils soient un tout petit peu morts. Ils sont morts ou vivants, c'est très radical en fait ce qu'on fait subir aux animaux. C'est extrêmement violent et c'est extrêmement radical aussi. Donc effectivement, ça amène un positionnement qui est très clair. Les animaux ne devraient pas être considérés en tant que ressources, mais en tant que cohabitants de notre planète. Donc à la fois c'est radical et à la fois c'est éminemment non violent, bienveillant, rempli de compassion à l'égard des autres animaux. C'est un message de paix. Donc des fois on associe radical avec quelque chose d'assez dur
et tout ça, mais en fait, juste c'est une question d'alignement et de cohérence, une question de justice. On se lance sur le sujet de la nourriture. Alors, les alternatives au fait de manger les animaux, en fait, il y en a plein. Il y en a plein, alors on en a répertorié un certain nombre sur notre site Vegan Pratique. Il y a plus de 500 recettes aujourd'hui dessus, mais en tapant vegan ou 100% végétal sur les moteurs de recherche, évidemment, il y a tout un tas de ressources à notre disposition, y compris des faits nutritionnels en fait, qu'on a du mal à avoir parce que nos professionnels de santé en France sont un petit peu en retard sur cette question-là. Et donc, du coup, il y a un certain nombre d'organismes comme l'Association végétarienne de France ou l'Observatoire de l'alimentation végétale ou Vegan Pratique, qui est un site de L214, qui vous propose d'aller chercher dans des recommandations nutritionnelles qui sont faites dans d'autres pays, mais on n'est pas si différent des personnes dans les autres pays, et du coup, on peut avoir ça. Et alors après, qu'est-ce qu'on mange très concrètement? Arrêtons de bavasser. Qu'est-ce qu'on mange très concrètement? Eh bien, ça dépend. Vous avez des personnes qui sont gastronomes, qui vont passer beaucoup de temps dans leur cuisine, qui vous vont faire des plats traditionnels 100% végétal, avec des produits qu'on découvre justement quand on arrête de manger les animaux, comme le seitan, le tofu, les graines germées, tout ça. Moi, je n'en avais jamais mangé avant d'avoir arrêté de manger les animaux. Et puis, vous avez de l'autre côté, pouf, ceux qui vont faire plutôt de la junk food et qui vont prendre tous les produits qui sont aujourd'hui disponibles, préparés, que ce soit dans des magasins spécialisés, les magasins biologiques ou même maintenant les supermarchés. Donc vraiment, il y a 1001 façons de s'alimenter. Du moment qu'on mange à sa faim et suffisamment varié, voilà, c'est relativement tranquille. Et pour les personnes vraiment qui vont switcher, ça permet de découvrir tout un tas de nouvelles saveurs qu'on ne s'aventurait pas forcément à aller découvrir auparavant. Et puis on va redécouvrir des produits en disant « Ah, mais j'ai déjà mangé vegan en fait, des fois je mange des falafels, évidemment. » Voilà, en fait, souvent on mange vegan par accident, mais voilà, le faire de façon tout à fait consciente, c'est une démarche active de consommatrice ou consommateur de prendre en main sa propre alimentation et pas se laisser emporter par les codes de notre société. Il y a certains codes de notre société qui sont extrêmement néfastes. Enfin, voilà, je ne sais pas si vous vous rappelez, vous, la première fois où vous avez consommé de la viande, moi je ne m'en rappelle pas. Juste, j'ai baigné dedans. Voilà. Et cette autre façon de concevoir la façon de s'alimenter, ça se découvre, en tout cas en France. Alors, les bons mondes d'après, on n'a pas forcément un modèle prédéfini, mais en tout cas, il y a peut-être des qualités qu'on peut lui donner. Compassion, bienveillance, entraide, altruisme, coopération, humilité aussi. Je pense qu'il y a tout un tas de valeurs qui peuvent nous porter aujourd'hui et qu'on devrait retrouver dans ces mondes d'après, des mondes qui seraient éminemment respectueux des autres formes de vie sentiente qui existent. Et voilà, donc effectivement, c'est un monde où on ne mangerait pas d'autres individus, voilà, où on prendrait ce qui nous est nécessaire, mais on ne serait pas forcément dans cette démarche comme aujourd'hui, on est sur une espèce de course en avant, de consommer toujours plus. Voilà, enfin, ce serait une forme de conscience aiguë finalement du monde qui nous entoure. Voilà. Et ce sera un monde très très chouette parce qu'on n'aurait plus que la fête à faire, puisqu'on aurait solutionné tout un tas de problèmes d'aujourd'hui intra-humains et aussi avec les autres animaux. Alors, est-ce que je pense que ça peut devenir la norme? Je pense que ça doit devenir la norme. C'est pas une question... Évidemment qu'on le peut, si on veut, on peut. Mais même ça doit le devenir. On le doit aux autres animaux. Et puis, quelque part aussi, il y a une forme de... On est en train de scier la branche sur laquelle on est assis aussi. Donc, il y a un enjeu, évidemment, par rapport aux autres animaux, mais même par rapport à nous-mêmes, par rapport aux générations futures. Donc, on doit absolument changer notre alimentation de façon à pouvoir arriver à un monde qui soit durable, tout simplement. Alors, aujourd'hui, en France, on peut trouver un certain nombre de restaurateurs qui ont fait le choix de proposer une alimentation 100% végétale. Et c'est le cas en France, Cocorico,
du premier restaurant étoilé Michelin 100% végétal, Ona, qui est dans le bassin d'Arcachon. Donc ça, c'est extrêmement concret comme exemple. Mais plus proche de nous, on peut voir aussi des initiatives alors qui sont plutôt vegan friendly, des communes qui proposent dans leur restauration scolaire ou quoi des menus, alors végétariens pour la plupart, mais si par exemple on regarde le programme de la ville de Lyon en 2022, ils veulent proposer une alternative végane à la carte. Et ça, c'est vraiment très très important d'avoir cette alternative végane proposée notamment en restauration scolaire, parce qu'il y a beaucoup de choses qui passent par les plus jeunes. En fait, si aujourd'hui en France, on a pris l'habitude de nos poubelles de recyclage, il faut se rappeler qu'au début, il y a eu plutôt pas mal de résistance et que ce sont les plus jeunes qui ont appris à leurs parents, à leurs grands-parents, que recycler, c'était important. Donc c'est aussi par eux que va passer cette conscience aiguë de ce qu'on fait subir aux animaux et du fait de changer notre rapport aux animaux. Les jeunes, quand on leur parle des poules qui sont dans des cages, quand on décrit la vie d'une truie, quand elle est dans l'élevage enfermée en cage de maternité, donc sous les barreaux avec les petits qui tètent à travers, enfin voilà, juste ils ont une indignation toute normale qui arrive. Et c'est la même chose chez les adultes quelque part. Mais nous, on nous a appris à enfouir ça. Et puis surtout, on a un cerveau qui est extrêmement malin, de façon à nous laisser le plus tranquille possible et qui va nous trouver tout un tas d'excuses. Enfin, chaque fois qu'on va nous amener un truc, on va nous dire « Ah bah oui, mais objection, votre honneur, notre cerveau va prendre le relais ». Par exemple, quand on commence à dire qu'on peut arrêter de consommer les animaux, c'est souvent qu'on va nous évoquer le lion et la gazelle. Pourquoi tout le monde nous sort cet argument complètement bidon du lion et de la gazelle, quoi? Depuis quand on prend exemple pour notre organisation sociale sur les lions? On pratique l'infanticide, on va se mettre à faire l'infanticide. Le fait qu'ils mangent les gazelles, ça ne justifie juste pas que nous, on continue de manger les autres animaux. Ça va être oh là là, attention à les carences. Mais on est dans un monde où on meurt aujourd'hui de nos excès et on est encore en train de nous agiter les carences. Donc voilà. Après, on a des exemples très concrets, par exemple, de refuges. Des refuges qui existent et qui accueillent des animaux qui étaient dans des élevages et qui vont montrer qu'une autre forme de vie ensemble est possible. Donc là, vous en avez pas mal en France. On a une page L214/refuge dans laquelle vous en avez un certain nombre qui sont répertoriés avec des personnes très courageuses qui vivent au quotidien avec des animaux qui, il faut le rappeler, ont souvent été sélectionnés génétiquement et donc peuvent souffrir de maladies. Exemple très concret, les poulets de chair. Les poulets de chair, aujourd'hui, les souches qui sont utilisées pour la majorité d'entre eux, plus de 80% d'entre eux, c'est des poulets à croissance rapide. Donc, ils vont grossir 4 fois plus vite qu'en 1950. À 35 jours, ils sont prêts à partir pour l'abattoir. Et ils développent des problèmes locomoteurs, des boiteries, des problèmes respiratoires et des problèmes cardiaques. Et quand vous êtes un refuge et que vous recevez ces animaux, que vous sauvez ces animaux, eh bien, ils peuvent développer des problèmes aux pattes. Il va falloir surveiller leur alimentation, leur donner une alimentation vraiment optimisée parce que justement cette sélection génétique, elle les mène à avoir des comportements qui sont complètement délétères même pour eux-mêmes. Donc voilà, donc ça fait plein d'exemples très concrets aujourd'hui qui ne demandent qu'à se développer. Il y a aussi l'agriculture végétale, agriculture 100% végétale, où c'est démontré qu'on n'a pas besoin d'intrants d'origine animale pour pouvoir obtenir des tomates, des carottes, des aubergines, des céréales, des légumineuses. Voilà, on sait faire autrement. Donc dire il faut l'élevage absolument pour avoir du caca pour pouvoir étendre partout, ben non, c'est faux. Enfin, voilà. Alors, est-ce qu'on pourrait se dire qu'il y a des groupes, des entreprises, etc. à suivre? Bonne question. Compliqué d'y répondre. Il y en a plein en réalité. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup d'innovations. Il y a beaucoup de groupes
activistes, militants qui mènent des actions. On peut trouver celle qui nous ressemble. Puis si on ne trouve pas qui ressemble, on peut créer la sienne, tout simplement. Hein. Le tout, c'est d'agir, je dirais. Je pense que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de groupes à suivre. Alors très concrètement, évidemment, L214, hein, commençons par... on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Dans les différents groupes qu'on peut avoir, on a Politique Animaux, on a L214 évidemment en tant que tel. On est présent sur pas mal de réseaux sociaux. On a L214 Éducation aussi qui a ses propres réseaux sociaux. Donc voilà, ça fait déjà un petit environnement, mais on peut conseiller de suivre aussi des gens comme Hugo Clément par exemple, qui est très actif sur la question et au-delà de cette question-là, mais en tout cas sur la question animale, il propose un certain nombre de reportages, de réflexions, et il est très actif là-dessus. Il y a le référendum pour les animaux auquel on participe, et puis je pense que voilà, il y a déjà pas mal, et puis il y a tout un tas d'autres associations, et je ne vais pas en citer une seule parce que sinon je vais en oublier et j'aurais trop honte d'en oublier, mais en tout cas elles sont nombreuses, elles sont actives et elles sont centrées, parfois centrées sur une forme d'exploitation, comme ça peut être le cas pour L214, et des fois elles sont beaucoup plus larges. Donc voilà, il faut trouver celle, singulier ou pluriel, qui nous parle et dont le message nous incite à agir, nous porte. Mon utopie, ce serait presque de voir de mon vivant ce monde qu'on appelle de toutes nos forces, du fait d'avoir une société vraiment attentive aux besoins de toutes et de tous, y compris les autres animaux. Et donc d'avoir un monde, ça fait un peu cucu de dire ça, mais vraiment un monde qui vit en harmonie. Et voilà, tant mieux si ça paraît un peu choupi comme ça, mais quelque part, oui, c'est une aspiration qu'on peut avoir, d'avoir un monde qui soit réellement en paix, où chacun peut avoir la réponse à ses besoins. Et puis du coup, plutôt passer notre temps à prendre du plaisir à être ensemble et à construire, à co-construire des choses ensemble. Ou construire tout seul dans son coin, si on veut être tout seul dans son coin. Mais en tout cas, voilà, d'avoir la possibilité de vivre chacun, chacune heureux ou heureuse, qu'on soit, quelle que soit notre espèce. Ouais, dans les arguments un petit peu pétés qu'on peut entendre, il y a effectivement le cri de la carotte qui revient assez souvent. Je suis toujours partagée entre est-ce que vraiment c'est dit sérieusement ou est-ce que ça l'est pas. En tout cas, j'ai jamais rencontré autant de défenseurs des légumes que depuis que moi-même je consomme 100% végétal. Et quelque part, il y a une réponse toute simple à faire, c'est qu'aujourd'hui, en consommant des produits d'origine animale, on consomme bien plus de végétaux que quand on consomme directement 100% végétal. Il faut entre 3 et 10 kilos d'aliments végétaux pour faire 1 kilo de produits d'origine animale. Donc voilà, pour ceux qui veulent protéger les plantes, consommer 100% végétal. Alors les hommes préhistoriques, c'est un peu comme les lions, on les prend en référence quand on a envie, mais personnellement, vivre au fond d'une caverne, devoir aller à la chasse et tout ça, moi ça ne me passionne pas tellement, j'aime bien vivre avec mon temps. Et du coup, une des caractéristiques des êtres humains, c'est justement, ça a été d'évoluer. Ça a été d'évoluer dans nos relations sociales. Voilà, moi je suis une femme, je pense qu'il y a quelques temps, peut-être ma vie elle aurait été moins sympa qu'aujourd'hui. Et peut-être ma vie aujourd'hui est moins sympa que celle que j'espère les filles de demain pourront avoir. Et du coup, cette évolution dans la prise en compte des intérêts de chacune et chacun, c'est ce qui fait notre évolution. Donc on peut regarder dans le passé, peut-être les hommes et les femmes préhistoriques ont mangé de la viande, mais ce n'est pas prescriptif de ce qu'on doit faire aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, on a la possibilité de faire autrement, on a toutes les connaissances nutritionnelles pour voir que il n'y a aucun dommage à ne pas consommer les animaux. Donc autant en profiter, on a l'immense chance d'être omnivore et du coup de pouvoir choisir notre alimentation parmi
un panel d'aliments qui est extrêmement varié. Alors voilà, on ne mange déjà pas du chien et du chat en France, par exemple, arrêtons aussi de manger les autres. Enfin, juste, c'est cohérent, c'est logique, et ce sera mieux pour tout le monde. Alors, dans les personnages historiques célèbres, végétariens et défenseuses des animaux, il y en a pas mal. Alors, mon petit chouchou, c'est Pythagore, que je connais depuis ma plus tendre enfance, qui m'a piqué avec ses triangles rectangles, mais qui, je l'ai découvert plus tard, était aussi un philosophe qui s'est intéressé à la question animale, et même à son époque où il n'y avait pourtant pas d'élevage intensif comme on peut avoir aujourd'hui, il remettait en question déjà la légitimité de tuer des animaux pour les manger. Alors à travers les âges, en fait, finalement, depuis le moment où on mange de la viande, on se pose la question d'arrêter d'en manger. Et donc, pêle-mêle, on peut citer pas mal de personnes célèbres, qui sont pourtant pas célèbres pour avoir arrêté de manger les animaux, mais Léonard de Vinci, Albert Einstein, Marguerite Yourcenar aussi, Louise Michel. Dans les grands défenseurs des animaux, il y a eu Victor Hugo, qui a été justement, en tout cas dans la co-construction de la première loi de protection des animaux en France. Voilà, donc ça fait un paquet, une palanquée de personnages historiques qui se sont intéressés à la question animale. Et pour faire un petit point focus sur la Révolution 1789, en fait en 1789, quand il y a eu la Révolution, il y a eu beaucoup de questionnements justement sur cette sphère d'égalité, de considération morale. Et à l'époque, deux erreurs au moins, dans leur sphère d'égalité, il a manqué les femmes et il a manqué les autres animaux. Mais des philosophes de l'époque, des penseurs, notamment Jeremy Bentham, notamment John Stuart Mill, ont interrogé et ont dit que peut-être un jour, justement, le nombre de pattes, la pilosité, ne seraient pas des critères pour décréter qu'un être pouvait être abandonné au bon plaisir d'un autre sous ce prétexte-là. Et donc, c'est Jeremy Bentham qui posait la question. La question n'est pas peuvent-ils raisonner ou peuvent-ils parler, mais peuvent-ils souffrir? Alors en ce moment, avec L214, et en ce moment surtout au niveau de la Commission européenne, il y a une grande consultation qui a été mise en route sur les subventions qui sont attribuées aux produits alimentaires. Et dans ces produits alimentaires, figurez-vous qu'il y a de la viande et du lait. Et Greenpeace International a sorti un rapport très très intéressant qui montre que 252 millions d'euros sont attribués à la promotion des produits d'origine animale, la viande et le lait. Donc par exemple, vous avez vu émerger des campagnes comme Let's Talk About Pork pour encourager à consommer de la viande de cochon. Or, les cochons, en France par exemple, et dans bien d'autres pays, c'est 95% des cochons qui sont élevés à l'intérieur, sans accès à l'extérieur, sur du caillebotis, c'est-à-dire élevés au-dessus de leurs excréments, avec les truies dans ces cages ou les petites têtes à travers les barreaux. Bref, des conditions de vie absolument terribles. Et pourtant, ce sont des dizaines de millions d'euros qui sont attribués pour essayer de relancer la consommation de jambon, saucisses, saucissons, côtes de porc, etc. Donc voilà, avec L214, effectivement, on a une initiative qui vise à essayer de faire interagir le maximum de personnes avec une interface absolument imbitable de la Commission européenne, qui est super dure, mais justement, on a fait un tutoriel pour aider, il faut un quart d'heure pour remplir, mais c'est très important de le faire, justement pour exprimer notre point de vue. Est-ce que, réellement, nos impôts doivent financer des publicités pour de la viande ou du lait? Voilà. Alors, côté L214, évidemment, notre réponse est non. Triple non, quadruple non, 214 fois non. On n'a pas du tout envie de ça, et c'est pour ça qu'on a fait cette campagne, pour inciter aussi les personnes qui sont en accord avec nous à aller se manifester auprès de la Commission européenne. Alors on peut se poser la question de Burger King qui lance son Veggie Burger, de Herta qui a ses saucisses végétales, et tout un tas aussi de produits aujourd'hui soit végétariens, soit 100% végétaux, et se dire mais quoi en penser?
Alors, je vais donner mon avis un peu personnel sur la question. J'aime autant que des entreprises comme Herta, Burger King proposent aussi des options végétariennes et encore mieux 100% végétales plutôt que de rester sur du tout carné. Ça veut dire que vraiment on est en train de voir une mutation et Burger King aujourd'hui propose à sa clientèle une autre façon de s'alimenter, montre que c'est possible de manger végétarien et de se régaler quand même pour une clientèle qui vient de toute façon chez lui. Donc pour moi, je pense pour L214, c'est vraiment important d'avoir des entreprises qui traditionnellement faisaient leur chiffre d'affaires sur des produits d'origine animale, commencer à changer, à modifier, à encourager le changement des habitudes des consommatrices et des consommateurs. Donc c'est plutôt des pas qui sont assez majeurs, je crois, dans les changements qui nous attendent demain. Pas mal de choses qui m'ont choquée dans tout ce que j'ai pu voir. Chaque fois qu'on fait une enquête, il y a des nouveaux éléments qui nous arrivent. C'est fréquent. Sur les premières enquêtes que j'ai faites, je les ai faites avec une autre association, autre personne. C'était avant de lancer même L214. C'était le suivi d'une bétaillère dans lequel il y avait une truie de réforme, donc qui avait fait des petits toute sa vie, puisque ce sont des machines à produire des porcelets pour faire les porcs charcutiers, qui avait la patte cassée. Et on l'a suivie jusqu'à l'arrivée à l'abattoir, où tous les autres cochons ont été déchargés, où elle ne pouvait pas se déplacer parce que sa patte était cassée. Et le réflexe du transporteur, c'était de mettre la chaîne autour de la patte cassée pour éviter d'abîmer encore plus la viande. Donc c'est un fait extrêmement choquant. Mais après, il y en a eu pas mal d'autres. Le premier élevage de poules pondeuses dans lequel je suis entrée, c'était un élevage de plusieurs centaines de mètres de long. Dans le bâtiment en lui-même, il y avait 50 000 poules pondeuses réparties sur 9 étages, avec des poules qui sont déplumées à l'intérieur des cages. Et encore, là, j'étais avec l'éleveur, donc c'était pas si pire que ce que j'ai pu voir par ailleurs après avec les cadavres qui peuvent être laissés. Là, ils savaient que je venais, donc le ménage avait été fait avant. Ça a été ces truies aussi dans les cages avec... je me rappelle d'une séquence qu'on a pu obtenir où la truie cherche à creuser pour essayer de s'enfuir le sol en béton. C'est des faits comme ça. C'est ces poulets qui sont tellement boiteux qui vont mourir de faim en ne pouvant plus atteindre les mangeoires parce qu'ils s'écroulent sous leur propre poids. Ça a été les vaches à hublot, juste le truc complètement hallucinant, ces hublots sur les vaches pour pouvoir aller chercher dans la panse de l'animal, faire des expériences pour pouvoir optimiser encore leur alimentation pour produire plus de viande, plus de lait, moins de gaz à effet de serre, alors qu'il y a une solution simple pour diminuer les gaz à effet de serre, c'est de diminuer la consommation. Tout un tas de choses. Donc je ne sais pas s'il y a un événement plus marquant qu'un autre, mais en tout cas c'est beaucoup d'images d'animaux en grande souffrance. Et à la fois, dans les faits marquants, il y a aussi des rencontres avec des animaux qui ont été recueillis, qui sont aujourd'hui en refuge et qu'on voit super heureux. Je peux citer Marcus, quand j'ai connu, était tout petit, était un chevreau complètement, une petite pile survoltée. Eston, qui est un verra, donc qui était utilisé pour la reproduction avec tous ses poils dans les oreilles, cette bonne vieille tête là, comme ça, tout tranquille, tout pépère, toujours le premier pour faire la sieste ou prendre un bain debout, et qu'on peut rencontrer chez Groin-Groin par exemple, qui est un des refuges. Donc c'est des rencontres comme ça aussi assez extraordinaires d'animaux qui sont sortis d'un circuit. C'est assez touchant. Dans l'autre sens, plein d'espoir. Mais c'est un peu comme cette fable qui est souvent racontée de cet enfant sur la plage où il y a plein d'étoiles de mer, qui en prend une, qui la rejette à la mer, et puis une personne plus âgée qui vient vers lui et qui lui dit « Ouais, mais enfin, ce que tu fais, ça sert à rien. » Et l'enfant prend
une nouvelle étoile de mer et dit bah, pour celle-là, ça change quelque chose. Donc les refuges nous montrent que pour ces individus-là, ça change quelque chose, mais c'est le système qu'il faut absolument qu'on change. Et ça, c'est ce que l'autre côté, nos enquêtes peuvent montrer, c'est tout un système à modifier pour que bah, tout le monde y gagne, les animaux, les êtres humains et notre environnement. Alors la situation, elle est loin d'être désespérée. Au contraire, on sent qu'il y a des rouages qui bougent. Si on regarde il y a 10 ans en arrière, la question animale, on n'en parlait quasiment pas. Ou alors on parlait uniquement, quasiment des chiens et des chats, des animaux qui partagent nos vies aujourd'hui. Donc on voit que ça a bougé. Et ça bouge grâce à chacune et chacun de nous. Donc on peut agir individuellement. Chaque geste qu'on fait avec notre assiette, il est super important. Chaque remontée qu'on fait vers un supermarché, vers un producteur, etc., vers nos politiques, c'est super important. Et on peut aussi agir de façon collective. Sur l214.com/agir, on a essayé de répertorier un certain nombre d'actions qu'on peut faire avec L214. Et du coup, je vous invite vivement à vous lancer dans l'action. Parfois, on est assez désespéré et il y a 1000 raisons d'un désespoir. Mais justement, le fait d'agir, ça nous sort de cette léthargie, ça nous sort de ce truc qui nous appuie sur la tête. Au contraire, on peut se redresser et on peut agir ensemble et obtenir des vrais résultats, des vraies avancées et des vrais changements de mentalité.